bonjour, enfin rebonjour, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous suivent et qui participent à cette 9e bulle des deux rives que nous sommes ravis, Hélène et moi, d'animer aujourd'hui avec Didier Larue et avec nous, près de 130 participants inscrits. Et donc, comme vous l'avez compris, l'équipe des deux rives, Hélène et moi, réunis sous le duo Soleil et pluie de Dijon. Donc là, c'est plutôt soleil. Voilà. Il dira s'il pleut d'ici 1h30. Vous allez nous rejoindre au fur et à mesure et nous allons profiter pour vous présenter rapidement le concept de ces bulles ainsi que la SCOP Les Deux Rives et sa démarche pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, en 2 mots, la SCOP Les Deux Rives est une société multirégionale coopérative implantée à Lyon, Strasbourg, mais aussi à Dijon, Caen, Paris et Nîmes. Nous animons, défrichons et mettons en lien les professionnels sur des sujets d'écologie dans le bâti et l'aménagement au travers la formation, les voyages d'études, l'animation de réseau et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Notre parti pris, c'est de détourner, questionner et expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques associés, avec toujours notre mantra que vous connaissez, faire ensemble et autrement. Cette phrase que vous retrouvez sur nos illustrations et qu'on a à cœur d'affirmer. L'idée de ces bulles des deux rives, qu'on imagine pétillantes, ressourçantes et chaleureuses, c'est de garder le lien avec les acteurs de la communauté des DQE, le développement durable et qualité environnementale, de partager de la connaissance et d'interpeller. Et que chacun, chacune puisse contribuer au débat et à la révolution de nos pratiques professionnelles et individuelles dans ce contexte d'urgence climatique et sociétale qui transpire durant toutes ces bulles. Avec ces rencontres des DQE sous forme de webinaires, on souhaite permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent nos formations certifiantes et labellisées des DQE et d'échanger avec les experts qui les animent et qui nous font le plaisir de contribuer à cette initiative. Aujourd'hui, c'est toi, Didier, qui va animer cette 9e bulle sur le sujet de l'intégration paysagère, de la gestion des eaux pluviales et leur contribution aux enjeux climatiques. Une bulle que nous vous proposons, pas par hasard, comme à l'accoutumée. La ressource naturelle qu'est l'eau est l'enjeu vital et géopolitique numéro 1. L'eau, c'est la vie. Cet adage peut paraître tellement trivial que souvent cet enjeu est peu ou mal développé. Alors que, comme le souligne Eric Orsena dans son ouvrage L'avenir de l'eau, fruit d'enquêtes menées durant 2 années à travers le monde, l'eau est le premier de tous les miroirs. Elle nous renvoie au visage nos contradictions. Et ton approche, Didier, qui va expérimenter sur d'autres territoires, notamment en milieu tropical, est pour nous fondamentale pour anticiper les phénomènes climatiques extrêmes que nous connaissons à présent sous nos latitudes et qui deviennent légion, engendrant crues, sécheresses, inconfort l'été. Ton propos avec nous cet après-midi, l'eau est une ressource à sauvegarder et non un déchet à évacuer. C'est une ressource précieuse qu'elle se manifeste par sa surabondance ou sa rareté. Une ressource qui, en association avec le végétal, contribue au confort thermique des villes. L'enjeu de réinvestir dans la ville l'association des composantes eau, sol et vivant est central car elles permettent, par leurs intrications et interactions, un meilleur confort de vie et de l'urbain. Cette thématique met également en lumière un élément fondamental, fil rouge de l'ensemble des sujets que nous abordons avec ces bulles et la démarche des DQE, qui est la nécessaire conjonction de compétences et l'importance du jeu d'acteurs entre maîtres d'ouvrage et équipe de maîtrise d'œuvre. Cet enjeu fondamental d'avoir une approche globale avec l'habitant, l'habitante au centre de ses préoccupations et de l'humilité de faire avec l'existant. Quelques mots sur ces bulles des deux rives qui prennent la forme d'un rendez-vous webinaire hebdomadaire. Comme à chaque fois, on va alterner un sujet réflexif et une application concrète sur la thématique traitée. La programmation et les liens d'inscription pour les prochaines bulles sont renseignés sur le blog Faire ensemble autrement, comme à chaque fois, donc le site sur lequel vous êtes inscrit. Il y en aura encore tout le mois de juin, puis à partir de la rentrée de septembre. Les enregistrements audio et vidéo des 7 premières bulles, ils sont aussi consultables pour celles et ceux qui souhaitent les visionner, les revisionner et les partager, avec le petit bonus traditionnel sur le fil de la bulle, qui est agrémenté de vos contributions à ces webinaires. Les enregistrements audio sont aussi maintenant disponibles sur la chaîne SoundCloud de la SCOP Les Deux Rives sous forme de podcast. Et voilà, donc sur les thématiques qu'on a déjà traitées dans ces bulles, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, passif vs positif, la réhabilitation énergétique, la construction en terre crue, la ventilation et la qualité de l'air intérieur, l'acoustique en construction bois et celle de Yves Perret qui sera mise en ligne encore cette semaine. Quelques mots sur le déroulé technique de cette bulle à présent. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ce webinaire se déroule en 2 temps
qui correspond à 2 sujets traités par notre intervenant. Ouais. Voilà. Merci. Merci. Celle de juste avant. Donc chacun de ces sujets, comme d'habitude, va se dérouler en 2 parties de 15-20 minutes chacune. Merci. La présentation de la thématique par notre intervenant et ensuite un temps de questions-réponses qui sera animé par Céline et moi sur la base de vos réactions et questions que vous pouvez poser dans la section converser. Donc si vous avez une question pendant la présentation ou pendant les questions-réponses, vous pouvez l'écrire dans le chat, de préférence de façon synthétique. Et pour vos commentaires, questions-réponses, vous pouvez, si vous le souhaitez, les partager à l'ensemble des participants, en plus des conférenciers. Ça, vous le configurez directement dans la barre des commentaires. Par défaut, ils sont communiqués uniquement aux conférenciers, c'est-à-dire à Didier Larue, à nous-mêmes. On a configuré, comme d'habitude, cette séance, la vidéo coupée et le micro éteint pour permettre une meilleure qualité de présentation et qu'on est nombreux, comme d'habitude, on en est ravis. Vous pouvez configurer l'affichage de votre côté pour déplacer la vignette de l'intervenant et les nôtres. Et donc, on est parti pour passer 1h30 ensemble avec Didier Larue, que nous avons le plaisir d'accueillir pour cette 9e bulle. Donc, Didier, tu es paysagiste et urbaniste à Lyon, co-gérant de la société DMLC Bois-Rouge, cofondateur de l'atelier LD, basé à Lyon, Paris, Rouen et à La Réunion. Tu as mené des projets ici et ailleurs, toujours dans le soin de contextualiser et de préserver le vivant. Tu nous en présenteras quelques-uns tout à l'heure. Tu es intervenant de longue date de nos formations certifiantes labellisées des DQE à Dijon et à Lyon. Et on est ravis d'animer ensemble cette bulle rafraîchissante et tout à fait d'actualité. On peut passer à la slide suivante. Aujourd'hui, tu nous as proposé d'articuler ton propos sur l'intégration paysagère de la gestion des eaux pluviales en 2 temps. Un premier temps sur la valorisation de la ressource en eau, qui en association avec le végétal contribue au confort climatique des villes, de l'importance de rendre la ville plus poreuse et de considérer l'eau comme une ressource précieuse à sauvegarder et non un déchet. Et un deuxième temps de retour d'expérience à différentes échelles et des illustrations d'adaptation de la démarche selon les climats. On te laisse à présent la parole pour ce premier temps d'intervention de cette 9e bulle et on se retrouve comme d'habitude pour les questions-réponses. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je vais commencer. Alors, évidemment, le propos au début est un peu général. Hein. On n'a pas trop de temps quand même pour un sujet aussi vaste, surtout que là, dans la présentation qui est faite, c'est une combinaison de thématiques. Ça revient un peu à la manière dont nous, on a abordé le problème. Moi, j'étais beaucoup plus préoccupé par ce problème de l'eau. Et cet enchaînement à la fois du lot, du végétal et son apport au confort climatique fait 3 éléments qui fonctionnent bien ensemble. Alors, d'abord, quelques évidences quand même, mais on a toujours l'impression qu'on manque d'eau, mais il y en a effectivement, la planète et comme on a dit, le vivant est essentiellement constitué d'eau, mais je vais aller vite. Ceci dit, la partie d'eau potable disponible pour le vivant et notamment pour les humains est très très faible. C'est une très petite portion de toute l'eau qui est présente sur la Terre. Et c'est celle-là d'ailleurs qui est en danger. D'une part parce qu'elle est de plus en plus consommée avec un accroissement de la population. Elle est de plus en plus polluée par un certain nombre de choses, aussi bien les pollutions industrielles, domestiques et agricoles. Et même si quelquefois elle est en abondance, elle est très présente, elle pose un véritable problème. Vous avez tout à l'heure parlé du livre d'Eric Orsena qui est super intéressant. Pour creuser ce sujet et voir tous ces enjeux géopolitiques, je vous conseille vivement de le lire, c'est vraiment très bien écrit et super intéressant. Donc, en même temps, on peut pas, le problème de l'eau, il se pose complètement différent dans le monde. Et il y a des endroits où elle est surabondante, il y en a trop, et d'autres, au contraire, il n'y en a pas assez. Et malheureusement, on ne la déplace pas l'eau comme ça. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Avec cependant, tout le monde le sait, des changements actuellement importants. On a quand même des phénomènes de désertification. Le désert augmente, notamment en Afrique. On parle beaucoup de la déforestation, les déforestations qui sont quelque chose d'extrêmement important, parce qu'il faut rappeler que l'eau, en fait, il n'y a qu'une seule eau. Il n'y a qu'une seule eau on parle du cycle de l'eau, on peut démarrer de n'importe quel point. On va démarrer de la mer qui est de l'eau salée, qui s'évapore sous l'action du soleil.
condensation sur les reliefs, pluie et retour. Une partie de cette eau est stockée dans les lacs et les montagnes et les glaciers. Une grande partie de l'eau qu'on consomme provient de l'eau des nappes phréatiques, et l'eau des nappes phréatiques, c'est de l'eau qui s'est infiltrée dans le sol, quelquefois il y a fort longtemps, dans les formations géologiques anciennes, et aussi dans les nappes superficielles récentes. C'est le cycle naturel de l'eau, mais on a tendance à le perturber de plus en plus actuellement. Et on sait en plus qu'une forêt et les arbres eux-mêmes entraînent la pluie, c'est-à-dire qu'ils fabriquent presque leur propre pluie. Plus on en connaît sur le fonctionnement de la forêt et des arbres, d'ailleurs, plus on découvre de choses hyper intéressantes. Et on s'aperçoit que quand on déforeste, quand on fait partir de la forêt, en fait, il pleut moins. Même si les végétaux consomment énormément d'eau, il y a un problème qui se passe. Donc c'est un grand cycle de l'eau, et là-dedans, le facteur humain est important. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il parlait de, je crois que c'est Hubert Reeves, de PUF, le putain de facteur humain, et qui va perturber fortement ce système-là. L'autre, on a donc ce problème de l'eau qui est là, et on a une évolution de la population, et toutes les prévisions montrent que ce qui va augmenter essentiellement, c'est plutôt le mode de vie urbain par rapport au mode de vie rural. C'est constaté depuis vous voyez ce petit tableau que j'ai pris sur Arte, hein, mais on imagine que voilà, en 2050, quasiment 65% de la population vit dans les villes. En soi, ce n'est pas un problème, sauf que la ville elle-même est une transformation radicale du milieu. La ville est à la fois quelque chose qui imperméabilise les sols, parce qu'on imperméabilise les habitats, les toits. Nos rues et nos espaces sont couverts de goudron, de pavés, c'est-à-dire qu'on a mis une peau sur le sol. Et toute la pluie qui tombait et qui plutôt avant rentrait dans le sol pour alimenter les rivières, utilisée par les végétaux, cette eau-là maintenant elle s'écoule dans des réseaux d'égouts, dans des tuyaux, et elle est évacuée le plus rapidement possible évidemment dans la mer, ce que les techniciens appellent les exutoires naturels, c'est-à-dire les rivières, les ruisseaux et les lacs. Et ça, c'est un véritable problème. À la fois, on a une production, une imperméabilisation du sol, un non-approvisionnement des nappes, et en même temps, dans cette minéralisation, une température, un climat urbain qui se fabrique, qui est beaucoup plus chaud que le climat campagnard, essentiellement dû à tout ce qui est chauffage, énergie solaire captée par les bâtiments et par le sol, et beaucoup aussi qui n'est pas du tout compensé par l'absence de végétaux. C'est ce qu'on va voir après. Donc cette ville, la ville imperméable, ce n'est pas vraiment une ville, c'est vraiment un tout petit croquis, un petit schéma. Elle capte tout le soleil par les bâtiments, par le sol, et puis on voit bien, les bâtiments remplissent ce sol, il y a des parkings souterrains, quelquefois il y a même des métros, des tunnels, en dessous, des réseaux, et quasiment quelques arbres qui essayent de se développer là-dedans, mais il y a très peu de végétaux, et cette chaleur qui est emmagasinée par la ville est restituée la nuit, ce qui fait qu'on a c'est bien que les nuits urbaines sont beaucoup plus chaudes que les nuits de campagne. On a même plusieurs degrés, quelquefois jusqu'à 10 degrés de différence entre une ville et la campagne sur le même climat. Donc il y a quelque chose de très important à voir là-dessus, notamment qu'avec le réchauffement, on a tendance du coup à utiliser de plus en plus de climatisation qui font qu'aggraver le problème, parce que la climatisation, ça ramène du froid dans la maison, mais ça évacue du chaud à l'extérieur. Alors qu'en fait, quand on toutes les recherches sur la forêt, et là, il faudrait, je cite les livres formidables de Francis Allais, qui est un botanicien qui dessine magnifiquement et qui fait des beaux livres, qui ont fait des études très techniques sur la forêt, qui montrent qu'une forêt complète est elle-même un véritable réfrigérateur, j'allais dire, pas un climatisateur, mais un rafraîchisseur d'air. Et entre les températures au sol et les températures sur la canopée, il peut y avoir 10 degrés, quelquefois encore plus, essentiellement dû à un phénomène qui s'appelle l'évapotranspiration, c'est-à-dire que les arbres sont des pompes qui vont chercher de l'eau qui circule dans le corps de l'arbre pour nourrir l'arbre en sève, et en même temps, cette eau, elle s'évapore à la surface des feuilles, et c'est l'évaporation qui est un phénomène physique qui fait baisser la température. Donc, cette évaporation est très importante, c'est une d'évapotranspiration, c'est-à-dire cette transpiration des êtres qui évacue de la vapeur d'eau, contribue à baisser très très fort le climat. Il y a l'ombre portée, bien sûr, d'une forêt,
et on va voir l'ombre portée aussi à son utilité sur les routes et tout ça, mais cette vapeur d'eau elle-même fait baisser la température. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vapeur d'eau, en fait, dans la forêt traditionnelle, c'est elle qui s'évapore, qui recondense et qui refait de la pluie. C'est-à-dire que c'est la même eau qui fait toujours le même circuit. Alors, petit croquis d'une espèce de ville idéale. Enfin, cette ville, ce petit dessin, il est inspiré des rues de Singapour. Singapour, on en parlera tout à l'heure, mais une ville qui est sous l'équateur et qui a pris un parti il y a 50 ans de planter d'immenses arbres dans ses rues. Et étant une île, étant sujette à des problèmes d'approvisionnement en eau potable, de conserver son eau potable et de la traiter, de toute son eau de pluie, de retraiter son eau de pluie sur place. Et on voit dans cette ville-là, on voit qu'il y a effectivement des sols poreux qu'on a gardés, la possibilité à l'eau de s'infiltrer, des très grands arbres d'alignement dans les rues qui font de l'ombrage. Et quand il n'y a pas d'ombre, quand il y a de l'ombre portée sur les trottoirs, par exemple, ils ne chauffent pas ou les routes n'emmagasinent pas de chaleur. C'est les végétaux qui prennent la chaleur, qui prennent leur énergie. Les toits végétaux, les plantes grimpantes, réinfiltration, un cycle, en fait, une combinaison tout compte fait de l'habitat, de la manière d'habiter et de la forêt, en fait, des bienfaits de la forêt. On sait très bien que ça ne sera pas une forêt, hein, mais c'est comment on peut réutiliser ces qualités propres aux végétaux et donc au cycle de l'eau pour améliorer très fortement la ville. Voilà ce qui se passe. Alors, ce petit exemple un peu technique, c'est un exemple sur une rue. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que l'eau des trottoirs et de la route est infiltrée directement dans le sol, parce qu'on va appeler des noues, on va expliquer tout à l'heure, la noue étant un fossé peu profond, avec des systèmes, on a mis en place de la bonne terre végétale pour que les arbres puissent pousser. Et c'est l'eau donc qui tombe sur les bâtiments, retombe dans le sol, permet de nourrir les végétaux. Ces végétaux font de l'ombrage, poussent très bien, et eux-mêmes évaporent et contribuent au confort climatique. Et en même temps, tout le monde fait, on a une beauté, un confort, et on a une présence de nature en ville qui est extrêmement importante. Donc c'est ce phénomène-là qu'on peut massivement utiliser pour penser la ville autrement, pour penser une ville dans laquelle le végétal et donc l'eau pluviale ont une part importante et vont en même temps, bénéfice secondaire, apporter le confort climatique dans la ville. Bon, ça j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on voit bien la différence, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de chiffres, mais presque toute l'eau qui coule, au lieu d'aller dans le sol comme elle allait avant en ville, part dans des réseaux souterrains. Et l'inconvénient, c'est que ça accentue en plus ces phénomènes naturels d'inondation. C'est-à-dire que quand d'un seul coup, toute l'eau tombe sur un sol imperméable, elle arrive massivement, elle fait déborder les rivières. Dans un milieu rural, dans un milieu forestier, au milieu plus naturel, une grande partie de l'eau va s'infiltrer dans le sol. Et on voit bien, c'est juste une petite photo de Lyon pour voir, on voit bien qu'une ville qui est pourtant agréable, le centre de Lyon, on voit bien que la totalité, quasiment, la totalité du sol est imperméable. Et on connaît, à droite, c'est une photo parmi tant d'autres, on connaît de plus en plus d'événements importants et le dérèglement climatique contribue justement à associer à l'augmentation de l'imperméabilisation des sols et à la concentration des villes, augmente encore ces phénomènes. Oui, donc c'est toujours à chaque fois des phénomènes qui se combinent. Alors, il y a un autre truc vraiment extraordinaire, c'est l'association de l'eau, du sol et du végétal. Mais pas n'importe quel sol. La terre arable, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que pour que tout ça marche, il faut de la terre, il faut un sol vivant. Et un sol vivant, c'est un sol dans lequel il y a encore des micro-organismes. C'est l'inverse d'une culture agricole nourrie d'engrais et de pesticides. C'est un sol dans lequel il y a des vers de terre, des bactéries, etc. Toutes ces choses, d'ailleurs, ces bactéries, sont absolument indispensables pour que les arbres poussent. Parce que c'est tous ces petits animaux et tout ça, les bactéries, qui fabriquent dans la terre les éléments nutritifs qui vont permettre d'alimenter les végétaux. Il n'y a pas plus d'organismes vivants que dans 1 cm3 de bon sol. Donc, ça va aussi nous faire penser à la ville, à soigner le sol, à préserver la terre végétale, à retrouver encore un vrai contact entre le ciel, la terre et l'eau. Donc, ces micro-organismes sont extrêmement importants, ils sont très présents dans le sol, et il faut que le sol soit vivant. Comment ils vont fonctionner? C'est-à-dire que quand on a un système comme celui-là, on amène l'eau de la pluie qui va ruisseler sur le sol, et quelquefois les sols urbains sont sales. Il y a des traces de pneus, des traces d'huile de voiture, des hydrocarbures, des crottes de chiens, il y a un peu de tout, des déchets après un marché.
Tout ça, c'est une pollution organique qui, quand elle est diffusée et quand elle est bien dissoute, en fait, est facilement, peut être digérée et mangée en fait par ces micro-organismes. Évidemment, il ne faut pas en mettre trop. Il faut trouver la bonne surface d'espace vert, on ne va pas parler simplement, qui permet d'épurer une surface de minéral dur. Et cette capacité-là extraordinaire, parce que c'est donc cette capacité de sol vivant qui va permettre à ce cycle complet de se faire, c'est-à-dire que récupérer de l'eau, d'alimenter un sol, de le garder en vie et de permettre aux arbres de pousser. Et en même temps, l'eau qui n'est pas, elle, consommée par les végétaux peut se réinfiltrer dans la nappe, réinfiltrer dans les couches profondes du sol, tout en ayant été épurée, nettoyée, alors partiellement dépolluée. À droite, sur la petite photo de droite, vous pouvez voir, c'est dans un quartier qu'on a pu concevoir à l'époque entre Belleville et Saint-Jean-d'Ardière, où l'ensemble des eaux pluviales d'un quartier d'une 40aine d'hectares est traité entièrement en surface et avant de rejoindre les petits ruisseaux naturels, passe par une espèce d'étang qu'on a fabriqué, une espèce de roselière qui agit comme un biofiltre d'ailleurs, dont on a pu observer avec le recul les effets, parce qu'il y a eu une pollution accidentelle qui est arrivée d'ailleurs dans ce quartier-là. Et c'est incroyable comment on a pu constater qu'en quelques jours, ce milieu-là avait résorbé tout seul la pollution. Et donc, quelquefois, je suis surpris par ça. Ceci dit, le fonctionnement des stations d'épuration classiques est exactement le même. Qu'est-ce qu'on fait? On fait mélanger de l'eau avec de l'oxygène et des bactéries, les eaux sales, et c'est les bactéries qui font le boulot. Et bien, dans le sol, c'est ce réservoir de bactéries qui, avec de l'eau et de l'oxygène et du soleil, permet de faire une phytoremédiation. Alors là, c'est-à-dire une dépollution, une amélioration considérable de la qualité des sols. Deux schémas un peu basiques, un peu simpliques, pour montrer qu'on peut complètement changer de modèle. Il y a le modèle traditionnel souterrain, qui a été un véritable progrès. D'ailleurs, à un moment, dans la ville, c'était vraiment génial de trouver de l'assainissement, d'avoir cette idée de mettre des réseaux, de ne pas avoir des rues boueuses, etc. Et tout. On voit ça dans certains westerns ou dans des endroits qui n'ont pas d'assainissement, ou en Afrique, je vois que par exemple la saison des pluies, où les routes sont absolument inutilisables, tellement c'est bourré de boue. Ça a été un progrès extraordinaire, ces égouts. Mais le modèle qui marche quand la proportion urbaine est petite, quand maintenant on a de plus en plus de sols imperméabilisés, on ne peut pas augmenter sans arrêt le diamètre des tuyaux et des stations d'épuration. L'idée, c'est de changer de modèle à la base et même de revenir, de transformer une rue existante, comme celle-ci. Pour transformer un système qui concentre les eaux sales de pluie, qui il y a très peu de temps d'ailleurs ont été séparées des eaux d'égout, parce que, un petit point là-dessus, il y avait ce qu'on appelait le système unitaire dans les villes, on a mis des égouts qui rassemblaient tout, les eaux de chasse d'eau, les eaux de sol. On a pu séparer ces deux eaux, c'est-à-dire maintenant il y a des réseaux séparatifs, c'est-à-dire un pour toutes les eaux usées et un pour toutes les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, les eaux de gouttière. Ce qui permet de traiter, on traite actuellement les eaux sales dans les stations d'épuration pour les rendre mieux, mais l'eau de pluie, non. Et d'ailleurs, on voit bien quelquefois quand il y a de gros orages après une période d'un mois de sécheresse, d'un seul coup, l'orage ramasse toute la pollution accumulée sur le sol, et quand ça arrive dans une rivière, on revoit tous les poissons de ventre en l'air le lendemain, parce que d'un seul coup, ils ont eu une pollution qui est ramassée, qui est concentrée et qui est rejetée au milieu naturel d'une manière très très forte. Alors que dans un autre système, on a une collecte aérienne, on a remplacé les tuyaux invisibles, et dans lequel, une fois d'ailleurs que l'eau a disparu, on ne sait plus ce qu'il y a dedans, peut-être qu'on a mélangé ça avec les égouts, avec d'autres choses. Là, au contraire, on a un système visible qui est basé essentiellement sur un système de rigoles, de noues, de fossés, de bassins, essentiellement des espaces végétaux, dans lesquels l'eau elle-même se diffuse, elle n'est pas concentrée en un point, elle se diffuse régulièrement et elle continue son circuit. Alors, on le développera bien plus dans les exemples qu'on verra dans la deuxième partie de l'exposé. Donc, voici un exemple de ce que ça peut être une noue. Voilà une rue d'un quartier, c'est la rue principale d'un quartier à Belleville, où l'eau de la rue, en fait, que vous voyez à droite, va directement, il n'y a pas de bordure, alors c'est tout un dessin, c'est toute une conception d'ensemble à faire. Elle est naturellement recueillie dans cette grande noue, qui est une promenade,
dans lequel il y a des végétaux en partie qui ont été plantés. D'ailleurs, cette opération qu'on a fait, que l'atelier LD a dessinée. Il y a des végétaux plantés, et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des végétaux spontanés, c'est-à-dire que quand on retrouve en plus le chemin de l'eau, parce que là, on s'est basé dans ce projet-là sur les anciens tracés des petits ruisseaux agricoles, d'un seul coup, il y a toute une vie qui réapparaît, et des tas de plantes nouvelles qui arrivent, plus en plus des animaux, une microfaune, c'est-à-dire cet élément qui est un élément qui remplace un tuyau, devient à la fois une structure paysagère, une structure d'épuration des sols, et un corridor écologique et un enrichissement du milieu. Et donc, on passe de la technique à la qualité de vie, au paysage, et tout ça contribue en plus au confort climatique de la ville. Donc, en fait, oui, je crois que j'ai été trop vite. Et donc, l'idée, donc, c'est bien de changer de modèle pour que la vie urbaine soit plus vivable. Comme on est amené de plus en plus à vivre en ville, il faut qu'on aménage notre milieu de vie qui est la ville et qu'on l'aménage pour le rendre vraiment plus habitable, plus confortable, plus frais. Et j'ai été frappé pendant la période de ce confinement de l'importance de tous ces petits espaces publics, tous ces petits squares, tous ces arbres, tous ces petits jardins privés, les petits jardins, comment tout ça contribuait vraiment, et les gens au confort de vie des habitants, à la différence dans des endroits qui sont hyper secs, dans lesquels tout est minéralisé, etc. Ces tout petits espaces-là apportent énormément. Ça, c'est un exemple d'un quartier qu'on a pu faire avec François Greter, où au plein milieu d'un quartier assez dense, il y a un espace vert. Cet espace vert est à la fois un espace de promenade et une partie est en mare. On voit une roselière, c'est-à-dire qu'on associe toujours à chaque jardin cet aspect d'épuration de l'eau. Ça ne se voit pas. En fait, c'est un système d'assainissement qui se déguise en parc et jardin, en fait, et qui remplace complètement tout le système habituel de tuyaux, et qui va renvoyer de l'eau propre dans le milieu, au milieu naturel, dans les ruisseaux, etc. Je ne sais plus ce que j'en ai. J'ai peut-être été trop vite pour cette première partie. Non. C'était une petite partie d'introduction pour le thème. Ça va? C'était très bien. 19 minutes, montre en main, Didier. Parfait. Merci. Merci pour cette première partie qui nous a bien recontextualisé la place et le rôle du végétal, de l'eau dans nos espaces et notre environnement de vie. On a eu plusieurs questions, réactions. Une première sur comment convaincre ceux qui ne le souhaitent pas de sortir de leurs canaux souterrains, un grand nombre de cours d'eau qui traversent les villes. On a un participant qui nous donne une ébauche de réponse teintée d'humour. Attendre comme à Nancy une pluie exceptionnelle de 100 mm en 3 heures en 2012 et le débordement du 10 cours d'eau avec de graves atteintes aux biens et aux personnes pour se dire qu'il faut le rouvrir. Vous m'entendez? Oui. Ben, il n'a pas tort. Curieusement, à chaque fois que je vois une grosse inondation, je me dis... juste après, à la télé, il y a des articles, on a arraché les, on a fait ci, etc. À chaque fois, ça soulève le pourquoi. Quand il y a eu les campings, alors le problème, c'est que c'est difficile parce qu'en général, c'est un événement dramatique. Il y a quelquefois des victimes, donc faire de l'ironie là-dessus ou faire de trucs, c'est pas tellement souvent de bon goût. Mais ça met en évidence ce problème qui n'est pas réglé, quoi. Donc c'est ça. Donc ça met de l'eau au moulin qu'il faut de plus en plus aller dans ce sens-là. On avait une autre question. Quelle anticipation des volumes d'eau de pluie par rapport au changement climatique qui tendrait en France à diminuer? Comment assurer l'alimentation des végétaux? Aucune idée. Aucune idée sur les changements de régime de pluie parce qu'on se voit que c'est bizarre, il y a des endroits où il pleut plus, il y a des endroits où il pleut moins. Alors pour ce qui est du climat et des choix des végétaux, c'est certain qu'on change. Moi, ça fait quand même un moment que je fais des plantations. Il y a des arbustes qu'on ne mettait pas parce qu'ils risquaient de geler à l'époque. C'est fini. Quand je vois des oliviers partout à Lyon, ça me fait un peu rigoler, mais je veux dire que. Donc, on anticipe sur des arbres plus résistants à la sécheresse dans les villes. Donc, à Lyon, il y a eu beaucoup, grâce à Frédéric Ségur, par exemple, beaucoup d'études sur adapter, parce que les arbres, on ne les plante pas pour des 2 ans qui viennent, mais on les plante pour 50, voire 100 ans.
Et donc, il faut anticiper cette sécheresse. Des espèces adaptées au milieu urbain qui ont moins de besoins. Il y a des arbres très fragiles, des arbres de collection qui ont besoin d'un milieu, puis il y a des arbres plus costauds. Donc, il y a eu beaucoup d'essais qui ont fait par plusieurs villes, où il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les arbres adaptés au milieu urbain, ceux qui résistent à quand même une atmosphère polluée, à malgré tout peu de sol disponible, à des sécheresses. Voilà. Il y a pas mal d'études sur ce sujet-là. Et il y a aussi, j'en profite pour dire, j'ai eu connaissance en allant à Congrès d'une étude anglaise que j'ai eue avec les capacités d'évaporation, d'évapotranspiration de certains arbres. C'est-à-dire qu'il y a des arbres bien meilleurs que d'autres pour le rafraîchissement, qui fonctionnent complètement différemment. Et donc, il y a aussi, donc, on en apprend beaucoup plus sur l'arbre maintenant. Il y a beaucoup de recherches sur l'arbre, vous en avez entendu parler, l'arbre vivant, etc. Donc, on en apprend énormément et ça nous permet, nous, d'anticiper mieux, de choisir les bonnes essences, etc., de travailler. Mais il y a choisir les bonnes essences, mais il y a aussi choisir, préparer des lieux pour qu'ils puissent bien pousser. Ça, c'est aussi autre chose. Parce que quelquefois, quand je vois dans un parking de supermarché où les arbres ont été obligatoires, on a fait un trou dans le bitume, on a mis un malheureux arbre avec 4 bordures pour celui-là, il a quand même relativement peu de chances d'être pérenne. Donc, on a d'autres remarques et questions par rapport au contexte spécifique du milieu urbain. Le modèle que tu préconisais, est-il envisageable à large échelle en milieu urbain? Et avec un constat, le sol des villes est minéralisé par le béton, le goudron et autres revêtements. Du coup, quelles sont les teneurs aussi en polluants en zone urbaine, que ce soit en métaux lourds, hydrocarbures, huiles, substances fécales et autres beautés? Alors, les métaux lourds, on a la chance, il n'y en a presque plus depuis qu'il n'y a plus d'essence avec plomb. Par contre, il en reste, ce plomb, il reste. Quand il y en a, de l'époque, il y en avait, donc on le retrouve. Pour ce qui est des... Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Il y a des salons, des colloques comme Novatech à Lyon, justement, qui sont avec des scientifiques qui font un tas de recherches sur tous ces trucs-là, parce que c'est des sujets qui n'étaient pas tellement étudiés. Il y a eu quand même beaucoup de recherches qui ont été faites sur ces fameux systèmes de nœuds. Notamment, il y a la communauté de communes de Montbéliard, je pense, qui a fait des zones d'activité avec des nœuds partout. C'est-à-dire que toutes les rues ont équipé, tout l'ensemble est fait comme ça. Et ils ont fait des analyses pendant des années pour voir. Et effectivement, ils ont été étonnés de voir à quel point les hydrocarbures de route disparaissent, sont digérés. Alors, ils sont digérés en partie par les ultraviolets, par le soleil direct, mais aussi par tout ce phénomène qui est là. La difficulté qu'on a, nous, c'est de pouvoir trouver suffisamment d'espace pour digérer ces pollutions. Si vous faites un projet de plateforme logistique avec des énormes parkings de poids lourds, je veux dire que ce n'est pas une petite eau qui va résoudre le problème. Il va falloir trouver des différents filtres. Donc, à chaque fois, on tâtonne un petit peu, on a des retours d'expérience empiriques, il y a de plus en plus de trucs scientifiques là-dessus. Donc, la matière fécale, elle est gênante pour les microbes qu'elle peut apporter, pour les bactéries, pas les bactéries désagréables. Autrement, c'est plutôt de l'engrais. Mais tout ce qui est huile, traces de pneus, gaz d'échappement qui sont projetés sur le sol, etc. C'est ça, en fait, pour lequel il faut trouver l'équilibre entre le trafic de la voirie, la largeur de la voirie et la taille du dispositif qu'on met en place. Voilà, bon, je pourrais peut-être le développer à partir d'exemples, ça sera peut-être plus concret qu'on verra tout à l'heure, en fait. Ça sera plus facile à voir. En tout cas, j'ai oublié de répondre à la question, on peut le faire à l'échelle d'une ville entière. Alors, c'est facile quand on fait du neuf, c'est beaucoup plus facile quand on fait de la rénovation. Quelquefois, effectivement, il y a tout un tas de réseaux qui sont dedans. Mais il faut rappeler aussi que c'est un des grands objectifs de l'Agence de l'eau, nationale, c'est-à-dire que la désimperméabilisation des sols, c'est changer des modèles de revêtement, changer aussi des modèles de chaussées, parce que la plupart de nos chaussées sont des chaussées qui sont bâties sur des supports imperméables. La voie romaine était géniale, hein, elle est faite qu'avec des cailloux, etc. Tout, il y a du vide et elle permet d'infiltration à travers. Donc, c'est une réflexion technique assez poussée, mais qui est possible à plein d'endroits. Je recite Singapour, dans les artères principales de Singapour, qui est une rue Jean Champs-Élysées.
toute la chaussée est bâtie sur une fondation en terre-pierre. Et de chaque côté de la voirie, au centre de cette voie, il y a des espaces verts dans lesquels poussent les arbres, en fait, réinfiltrent de l'eau qui alimente tout le dessous de la route, en fait, et qui permet aux arbres de pousser là-dessus. C'est des visions techniques à avoir, des changements de modèle, plus de porosité, une autre manière de voir. Mais on a les réponses techniques un peu partout, et c'est je veux dire, c'est des techniques qu'on appelait alternatives il y a 10 ans, et maintenant qui deviennent extrêmement importantes. Même s'il y a des endroits où il y a de fortes encore réticences, ou des gens qui ne comprennent pas comment ça peut marcher, etc. Des questions sur notamment la gestion pour ces espaces imperméabilisés. Qui s'en occupe? Une autre question sur les végétaux. Est-ce qu'il faut qu'ils soient fauchés ou arrachés? Et le quid de la sécheresse des monoforêts, comme dans les Vosges dévastées par les scolytes. Et on a eu plusieurs questions aussi sur les proliférations de moustiques. Est-ce que c'est vrai ou faux que les moustiques engendrent, que les mous, l'œuf ou la poule, engendrent une prolifération de moustiques, ce qui pourrait permettre d'être plus convaincant aussi auprès des élus? Alors, il y en a plein. Une noue, ce n'est pas censé être plein d'eau. C'est une collecte d'eau à un moment pour, une part, l'infiltrer et de l'autre, l'amener dans des bassins qui vont s'infiltrer. Nous, on travaille beaucoup à La Réunion, dans lequel il n'est absolument pas question d'avoir de l'eau stagnante, parce que là, on a les moustiques qui sont avec des maladies, dengue et chikungunya. Par contre, on a les moyens, donc pendant une grosse pluie, il y a de l'eau, on verra des films tout à l'heure, mais je veux dire que 2 heures après, il n'y a plus d'eau, elle est rentrée dans le sol. Donc, ce qui est pire, c'est l'eau stagnante. Et l'eau, pour les moustiques, c'est un bouchon, tout le monde sait que c'est un bouchon en plastique avec de l'eau dedans qui suffit à reproduire. Donc, ce n'est pas l'eau qui apporte le problème. Alors ça, c'est un premier truc, mais on va développer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'entretien. L'entretien, ça, c'est un choix. Je veux dire que c'est une question d'esthétique aussi. Est-ce qu'on veut En France, on est habitué à une nature contrôlée, beaucoup plus contrôlée que dans des pays comme en Allemagne ou en Angleterre, où on supporte plus les grandes herbes. On a fait un projet avec la mairie de Corba, dans lequel on a fait une gestion différenciée, ce qu'on appelle. Et il y avait un côté qui était tondu et un côté qui n'était pas tondu pour laisser une fauchée. Il y avait des plaintes qui disaient « mais pourquoi la mairie ne fait rien? Pourquoi de notre côté on ne tombe pas? On paye nos impôts comme les autres, c'est honteux, etc. » On a dû expliquer pourquoi on faisait ça. Quand on l'explique, les gens comprennent et que ce n'est pas moche. Tout a besoin d'explication. On a un modèle, la plupart des gens ne sont ni paysagistes ni jardiniers, ils ne connaissent pas. Donc, on a un modèle de la jolie pelouse bien tondue, qui est une espèce de bonsaï d'herbe, enfin de graminées. Mais quand on comprend l'usage et les apports que ça peut avoir, c'est important. Alors après, juste pour les moustiques, j'ai fini ça. Les moustiques, il peut y avoir des endroits où on a des bassins en eau, et on va en voir. Dans des bassins en eau, c'est normal, il va y avoir tout un tas de trucs, des moustiques, etc. Mais si le milieu est équilibré, il y a aussi tout un tas comment ça s'appelle, les prédateurs des moustiques. Et j'ai plus de problèmes dans mes quartiers avec les grenouilles, qui à la saison des amours actuellement font un boucan d'enfer, qu'avec les moustiques. On s'est dit, plus il y a de grenouilles, moins il y a de moustiques. Mais il faut savoir. Alors, c'est tout le problème de vivre avec le vivant. C'est-à-dire que de partager notre espace de vie avec autre chose, avec des oiseaux qui font des crottes sur les trottoirs, avec des bêtes de toutes sortes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des araignées, des libellules. Mais à un moment, le vivant est un seul, quoi. Et tout ça doit fonctionner ensemble. C'est sûr qu'une vie aseptisée où il n'y a plus d'animaux, plus de moustiques, plus de rien et tout, etc., c'est fait d'ailleurs souvent c'est fait au prix de trucs terribles comment ça s'appelle, d'insecticides foudroyants. Non, on est vivant aussi, il faut laisser le vivant vivre avec nous, avec certains inconvénients. Et pour l'entretien, ça change complètement la problématique, c'est-à-dire que, et notamment, ça change de domaine de compétence, parce que c'est ce qui est souvent, à un moment, vous posez la question, est-ce qu'une noue et un système de bassin est un réseau d'assainissement, ou est-ce que c'est un réseau d'espaces verts? Et donc, qui l'entretient, qui le paie? Alors, il y a des communes, je peux continuer à répondre encore un peu de temps? Oui, c'est une des questions en plus sur les coûts d'entretien, effectivement.
Voilà. Par exemple, dans la communauté urbaine de Lille, il y a des années, ça s'appelait la direction de l'assainissement et de la voirie. Et à cette époque-là, je peux vous dire qu'on a fait une zone d'activité là. Les nous, ce n'était pas évident, ce n'était pas dans la culture. L'évolution se faisant, cette même service s'est appelé 2 ans plus tard la direction de l'écologie urbaine. Et rien que dans cette manière d'appeler les choses, on voyait qu'on voyait les choses dans un tout et non plus uniquement la spécificité assainissement. C'est-à-dire qu'au lieu de déconnecter l'assainissement, d'en faire un truc technologique, technique qu'on entraîne, on l'associait dans un tout, dans la gestion écologique, dans la gestion de tout le milieu. Ça change, et ça change même la manière dont on met les budgets. Et les budgets, ils passent un peu dans les espaces verts, mais beaucoup moins dans les tuyaux. Alors l'économie, il y a une économie importante. Nous, on a fait plus de projets avec des aménageurs privés au début. Pourquoi? Parce qu'ils y voyaient deux éléments. Un coût vachement moins élevé que tout un système de tuyaux. Un aspect qualitatif évident, c'est-à-dire que d'un seul coup, vendre des espaces verts pour la qualité de vie, etc., tout le monde dit « Ah ouais, c'est vraiment… » ça a apporté un aspect qualitatif. Et puis, après, il faut effectivement, dès le début, il faut que les services des villes, les services de ceux qui vont entretenir après, soient complètement associés à cette démarche, l'anticipent, et c'est plutôt des bascules de budget. Le budget, il ne va plus au même endroit. On a réfléchi, nous, on a travaillé pendant 2 ans pour une grande chaîne de magasins de meubles suédoise, pour essayer de voir, ils voulaient faire des parkings justement paysagers, et des parkings parce que dès qu'on rentre à Ikea, pour les dire, il y a des boulots, etc. Et tout, mais le parking, lui, il y a bitume. Hein, l'écologie, elle n'y est pas dehors. Et ils nous ont demandé des coûts comparatifs d'entretien, etc. On a fait des recherches complètes entre les désembourbages, les siphonnages, enfin, toute la technique de maintien un système classique de tuyauterie, plus tous les rejets. Et bien, les différences ne sont pas énormes si, bien sûr, on ne souhaite pas une gestion nickel, gazon hyper tendu. On ne peut pas comparer vraiment parce que c'est un autre modèle, c'est une autre manière d'envisager l'ensemble, c'est mettre l'argent d'une autre manière, etc. Et il y a des coûts, il y a des économies invisibles, malheureusement. Les économies invisibles, c'est toute cette eau qui ne va pas dans des énormes tuyaux, c'est toute cette eau qui ne va pas dans les stations d'épuration, c'est toute cette eau qui ne vient plus créer d'inondations qui, elles, coûtent un argent dingue. C'est tout pareil, c'est du bénéfice non visible. Donc, effectivement, on ne peut pas l'exprimer en argent, mais c'est une autre manière vraiment d'envisager l'économie au départ et pas après dans les coûts. Vous voyez, bon, là-dessus, on peut en parler pendant un moment, hein, mais… Alors, on a quelques retours d'expérience de participants qui souhaitent les partager à nous tous. Donc, un premier de Strasbourg, on commence à poser des plantes grasses. Elles couvrent bien et demandent très peu d'entretien. Elles peuvent même se mettre au-dessus d'une tranchée drainante en gravier. D'où la remarque de quelqu'un qui doit être à Montpellier. Comment allons-nous faire à Montpellier si vous mettez des plantes grasses à Strasbourg? Voilà, donc ça, c'est l'évolution ou l'anticipation des changements climatiques. Un autre retour d'expérience dijonnais, les études à Dijon montrent que les îlots de végétation nécessaires pour faire descendre la température urbaine demandent une surface importante, au-delà du parc de ville de 5 hectares. Comment concilier la densité avec ces résultats? Donc là, on va voir tout à l'heure. Le mentionnement. D'autres remarques, dans les pays de l'Est, comme la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Russie et aussi en Asie, on trouve dans toutes les villes et villages le schéma de route avec fossés plus ou moins larges de chaque côté, puis des petites passerelles pour rejoindre les trottoirs et les habitations. Et donc là, un des participants nous a indiqué aussi un lien Google Maps pour aller visionner cette façon de construire les rues. Ouais, pardon. Non, c'est vachement bien. Mais nous, on a essayé de travailler quelquefois en Russie notamment, et on a un problème en amenant quelquefois ces techniques-là, et ils nous disent « oui, mais ça, on avait dans les vieux trucs », et ça ne répond pas à la modernité. C'est comme si, en Afrique aussi, on fait vachement attention, là, de dire « vous nous prenez pour des sauvages, vous nous amenez des techniques qu'on avait déjà, nous, on veut du moderne ».
comme vous, des beaux tuyaux, des machins, des pompes, des stations de refoulement, etc. Vous nous prenez pour des… C'est comme si on méprisait les gens. Alors on dit, mais nous, on essaie de faire marche arrière et de revenir à quelque chose de plus naturel. Il faut réussir à valoriser ces low-tech en fait, qui deviennent du high-tech. Et tout à l'heure, en préparation, je vous expliquais le travail qu'il fait au Maroc, justement, sur un bouquin qui a fait un bouquin superbe sur l'eau, qui a fait un recensement de toutes ces techniques traditionnelles qui sont faites justement en général sans moyens mécaniques, etc. Au Maroc, là, le problème, c'est de la sauvegarder, l'eau, de la sauvegarder, mais il y a un tas de petites techniques qui étaient faites géniales d'irrigation avant qu'on ait des pompes de l'eau du robinet partout. Et il faut savoir revoir ces techniques ancestrales, ces techniques avant progrès technologique intense, et les remettre au goût du jour. Enfin, ce que je dis, faire du high-tech avec du low-tech, avec des techniques anciennes. Et on a une grande culture, et c'est super intéressant. Je vais courir voir ce site-là, parce que ces exemples-là, c'est vraiment vachement intéressant de montrer. Mais quelquefois, ils sont dévalorisés. Ils sont dévalorisés. À Mayotte, on a fait des exercices à Mayotte. Il y a des fossés partout. Les gens, ils veulent les boucher. Ils mettent ils mettent des énormes tuyaux qui arrivent dans la mangrove. Et après, ils trouvent que… Enfin bref, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais il y a une image de enlever ces fossés, etc. Ça va faire moderne. Enfin, on va être une ville plus confortable. Alors par contre, il faut mettre ça en valeur. C'est pour ça le problème. C'est qu'il faut valoriser ces éléments en herbe. Il faut les rendre… il faut qu'ils apportent quelque chose. Ce n'est pas le fossé dégueulasse avec… mal entretenu. C'est comment dire… C'est pour ça que la notion qui était chère au Gray à Bernard Choquin, que l'eau n'est pas un déchet, et au contraire une ressource. C'est-à-dire que… Et souvent, c'est pour ça qu'on voit ça comme une fois qu'elle a touché le sol, elle est sale. Au contraire, je pense que c'est une question de regard. À partir du moment où on dit ça, c'est une valeur, et on va, quoi qu'on fasse un trottoir, un petit fossé, une eau, un machin, comment on peut montrer que c'est quelque chose qui vaut quelque chose, qui est vachement important pour nos vies et tout simplement pour notre survie, en fait. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait, que le développement durable, on veut surtout que ce soit nous qui soyons durables. On a eu aussi, par rapport à des retours d'expérience, une remarque sur des très beaux exemples de canaux en pierre dans les rues des villages dans le Bugey, au nord-est d'Ambérieu, et on nous a partagé aussi encore un lien Google Maps d'exemples de canaux à Douvres dans l'Ain. Donc on va aller voyager avec vos liens. Et on les conservera sur le fil de la bulle. Donc vous les retrouverez sur le fil de la bulle. En Alsace, il y en a pas mal, hein, dans tous les petits villages viticoles. Hein, il y a beaucoup de trucs comme ça, avec des petits ruisseaux, des montagnes et tout, vachement bien. On a une question aussi sur, dans le sud de la France, les pluies sont généralement intenses, volume d'eau important sur une période très courte. Quelles sont les solutions paysagères les plus adaptées pour ce cas de configuration? Ça, on en parlera dans la deuxième partie. Et d'autres questions, notamment sur l'infiltration et l'aspect des pollutions. Comment faut-il dimensionner des filtres plantés pour l'aspect des pollutions, notamment pour les plateformes logistiques? Là, je ne peux pas répondre comme ça en 2 minutes. C'est une question de trafic, de surface, d'équilibre. Alors là, on est un peu dans des méthodes empiriques, c'est-à-dire que, d'une manière générale, quand il y a une pollution trop forte qui peut arriver avec une trop grande surface minéralisée, on travaille en plusieurs fois. Il y a un peu un premier bassin filtre un peu sacrifié, dans lequel on va avoir quelques végétaux, comme dans les stations d'épuration, là, des filtres à phragmites, je ne sais pas si vous voyez, cette espèce de roselière. On va travailler un peu comme les stations d'épuration, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre directement dans la noue, on va passer par un truc plus spécialisé avec des sols spéciaux, du sable, des graviers, des végétaux, pour enlever le gros, peut-être c'est étanche, pour pas que ça s'infiltre. On a aussi le problème dans les rénovations de friches industrielles. Quelquefois, on ne peut pas réinfiltrer parce que si on infiltre, on va entraîner des pollutions dans le sol. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de problématiques techniques à aborder qui vont être compliquées à aborder en 5 minutes. Ce qu'il faut se dire, c'est que, si je pourrais résumer, c'est une démarche. C'est d'abord, avant tout, une démarche de revalorisation de l'élément eau. Et après, cette démarche, ce n'est pas un catalogue de recettes. C'est qu'à chaque fois, il y a un contexte. Il y a un contexte pluviométrique, un contexte podologique, un contexte du sous-sol, un contexte de la densité urbaine, un contexte climatique,
avec des endroits entre ce qu'on a fait en Normandie où il pleut pas beaucoup mais souvent, et des endroits où il pleut très peu mais beaucoup, comme à Marseille par exemple ou Montpellier, où il tombe presque autant qu'en une année à Rouen. Donc, avec cette démarche, c'est toutes les connaissances locales, les ressources, le sol, qui vont nous permettre de trouver le bon filtre. Faire un filtre à roseaux dans un endroit complètement sec, ça n'a pas de sens, parce que les roseaux, ils vont crever, en fait. Donc, vous voyez, il faut faire autre chose. Donc ça, je ne peux pas répondre ça maintenant, mais on cherche sans arrêt. Et en général, la meilleure chose, c'est de copier la nature. C'est essayer de trouver à quel endroit, ce qui se passait, comment ça marche, ou retrouver des techniques anciennes agricoles, parce que l'agriculteur, il savait aussi faire ça. Donc il y a beaucoup, et c'est pour ça que je suis très content que des gens font ça. Je crois il y a une culture, il y a des éléments culturels un peu partout on devrait faire la même chose en France sur un recueil des techniques ancestrales de gestion de la pluie et de l'eau quand elle était rare, et de pouvoir peut-être en tirer parti aussi pour répondre. Il y a des endroits où on ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas, une cour d'usine avec des matériaux dangereux, vous devez passer par une station. Merde, ça va pas arrêter mon machin. Vous devez passer par une station, par des dispositifs, une filtration classique. C'est là que la technologie devient utile aussi. C'est qu'à un moment, il faut passer par une station de filtration à bout, enfin, une technique lourde pour des choses que les végétaux ne supporteraient pas. Vous savez, c'est comme les dimensions dans les piscines naturelles. Il y a presque autant de roselières que de bassins. C'est limité à un nombre de personnes. Donc, il y a des... Alors, je ne suis pas moi le mieux placé pour les calculs, parce qu'en général, c'est les ingénieurs de mon équipe, de nos équipes qui le font. Mais à chaque fois, voilà, c'est une démarche, pas de recette, des méthodes, trouver le truc et s'adapter à la situation avec les végétaux locaux, avec les débits locaux, etc. Et on avait on va pas tarder à passer au temps numéro 2. On va pas avoir le temps de poser toutes les questions qui nous arrivent et toutes les remarques, mais on en fera un retour, comme d'habitude, exhaustif à Didier Larue, et on en mettra aussi un extrait sur le fil de la bulle. Donc, avoir des devoirs de son. Pardon ? Tu vas avoir des devoirs à faire. Non, mais c'est plus pour sentir l'ambiance qu'il y a eu pendant ta présentation aussi. Et on reçoit vos liens Google Maps, donc c'est chouette, on va les conserver et les proposer en ressources aussi. Donc une remarque sur les projets d'agriculture urbaine qui posent aussi des questions qui rejoignent les différentes dimensions d'intégration paysagère, de la gestion des eaux pluviales, et qui contribuent aux enjeux climatiques, avec aussi la question de l'arrosage, qui n'en est pas forcément une, avec un clin d'œil à l'intervention de Yves Perret de la semaine dernière sur éviter... sur les vies à deux bacs. Voilà, sur les vies à deux bacs. Et on remettra d'ailleurs le petit clin d'œil en ressources de Lévy à deux bacs, qui a été une invention qui a été plébiscitée lors de la bulle précédente. Et une petite remarque sur l'ENGES à Strasbourg, qui propose une étude intéressante sur les coûts-bénéfices des techniques alternatives. D'accord. Oui, on commence à avoir du retour et des évaluations et des études scientifiques. C'est marrant, je reçois beaucoup de sollicitations d'écoles actuellement sur des projets qu'on a fait il y a des années et qui intéressent maintenant, parce que c'est vraiment drôle. Je reçois ça sur le projet qu'on fait, sur différents projets. Je reçois un courrier d'une équipe d'ingénieurs quelque part qui me demande quelle est la genèse de ce projet, comment ça marche, comment vous avez fait. Et c'est vachement intéressant parce que nous, au début, on a vraiment fait ça comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. On avait cette sensation, on avait cette intuition du paysage, de l'eau, etc. Mais c'était très empirique. Hein. Et de plus en plus, maintenant, on peut étayer ça par des calculs, par des recherches. On n'a pas parlé de toiture végétale, mais il y a beaucoup de recherches qui se font sur les toitures végétales, comment elles fonctionnent, comment elles épurent le sol, etc. On va disposer, je crois, que dans les prochaines années, d'un matériel scientifique hyper intéressant qui va nous permettre de mieux dimensionner les choses, de peut-être ne pas faire d'erreurs. Moi, j'ai vu des études techniques en Suède, ils mettent des noues, ils mettent de l'eau, ils l'infiltrent, vraiment des vraies recherches scientifiques qui ne sont pas faciles à faire. Hein. J'en ai parlé à l'INSA. Ce n'est pas un sujet facile, à Lyon, là, ce n'est pas un sujet facile à aborder techniquement.
Voilà. On continue? On va te proposer de nous présenter la deuxième partie avec les retours d'expérience.